Bienvenue dans Frisson Break, l'émission qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Au menu aujourd'hui, que du DVD. Guillermo del Toro est un producteur très impliqué, c'est ce qu'on verra dans Don't Be Afraid of the Dark. Si on vous dit film de chevalier errant, ça ne vous évoque pas grand-chose. Mais si on traduit en chinois, ça donne Wuxiapian et c'est tout de suite beaucoup plus bandant. Retour au genre aujourd'hui avec le règne des assassins. Un Underworld, ça va, mais au bout de 4, bonjour les dégâts. C'est ce qu'on verra avec Underworld Nouvelle Ère. Let's go. Surtout pas de panique, ce n'est que du cinéma. Who is this Gatsby? Do you know him? War hero. Mr. Gatsby doesn't exist. Voilà déjà un petit bout de temps que Baz Luhrmann voulait adapter Gatsby le Magnifique au cinéma. Gatsby? What Gatsby? Le roman de F. Scott Fitzgerald avait déjà été plusieurs fois porté sur grand écran, notamment sous la plume de Francis Ford Coppola en 1974 avec Robert Redford dans le rôle principal. Autant dire que cette nouvelle version risque fort de se démarquer par son exubérance et sa démesure. Anachronisme, strass et paillettes, jeux outranciers, effets spéciaux du plus mauvais goût, tournage en 3D relief, bref, on peut dire que l'Australien a l'air en très grande forme. Situé dans le New York des années folles, Gatsby le Magnifique retrace l'histoire d'un mystérieux milliardaire fêtard, incarné ici par Leonardo DiCaprio. Si le roman original se positionnait comme une virulente critique de la bourgeoisie de l'époque et de ses mœurs décadentes, au vu de ses premières images relevant du pur fantasme, on doute que le réalisateur de Moulin Rouge et Roméo et Juliette opte pour le même point de vue. Son truc à lui, c'est plutôt la musique et les histoires d'amour. I'm certainly glad to see you again. I'm certainly glad to see you as well. Pour savoir si Baz Luhrmann aura poussé le vice jusqu'à coller du Jay-Z dans toutes ses séquences musicales, il vous faudra attendre le 6 février prochain. Oh yes! I wish I'd done everything on earth with you. Did you just speak to me? I love you. 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 Dire que Guillermo del Toro est un mec passionné est un doux euphémisme. En parallèle de son travail de réalisateur, le gros Mexicain s'est investi dans de nombreux projets, bien au-delà de son rôle de producteur. Malheureusement, à un chef-d'œuvre près, on ne peut pas dire que ses rejetons aient toujours été à la hauteur des espérances critiques et commerciales qu'il suscitait. C'est donc assez logiquement que sa dernière production, Don't Be Afraid of the Dark, remake d'un téléfilm de 1973, plus ou moins inspiré d'une nouvelle de Lovecraft, The Rats in the Walls, sorte directement en DVD, presque 2 ans après qu'elle soit sortie de la salle de montage. Good, huh? It smells funny. Oh, you should have smelled it before. Don't Be Afraid of the Dark revisite le mythe de la fée des dents, l'équivalent anglo-saxon de la petite souris. On y suit les mésaventures d'une mouflette qui emménage avec son père et sa belle-mère toute neuve dans une immense demeure au passé lugubre, alors que jour après jour, elle est confrontée à d'étranges bestioles tapies dans le noir. What do you look like? Les peurs enfantines, le conte, la famille, le gothisme, de toute évidence, la patte du réalisateur du Labyrinthe de Pan et de l'Échine du Diable est là. Faut dire qu'en plus d'être co-auteur du script, Guillermo del Toro était très présent sur le tournage, aux côtés de son nouveau poulain Troy Nixey, qui s'initie son premier long métrage après avoir collaboré entre autres avec Neil Gaiman comme illustrateur. It's pretty great, huh? It looks better at night. Malheureusement, si le film se révèle de toute beauté sous l'œil gracieux d'une caméra toujours en mouvement, il n'en est pas moins d'une platitude déconcertante.
Pendant près d'une heure trois quarts, l'histoire n'évolue que par toutes petites touches, au gré d'allers-retours agaçants et de personnages bien trop passifs pour susciter la moindre empathie. I guess not everybody is a fan of tonight's menu. Mais surtout, Don't Be Afraid of the Dark ne fait jamais peur. La faute à une histoire très classique, des situations dénuées d'originalité, mais aussi aux créatures. Bien que visuellement très réussie, elle se dévoile trop tôt dans le récit, ne s'avérant ni porteuse d'humour, d'effroi ou de folie. Pire, alors qu'elles sont censées nous impressionner, elles se révèlent un poil ridicules. Comble de la frustration, alors que le dénouement arrive enfin, on se dit que réalisateurs et scénaristes auraient mieux fait de commencer leur histoire à ce moment-là. Bon, on savait que Del Toro avait l'intention de livrer un film tout public, et dans cette optique, on peut imaginer que Don't Be Afraid of the Dark provoque quelques terreurs nocturnes chez les plus jeunes. Et les autres, attendez-vous à vous barber gentiment. Hi. Are you scared? You want to talk about it? Après Troy Nixie, c'est au tour d'un certain Andrés Muschietti d'être parrainé par Guillermo del Toro avec Mama, petit film d'horreur sur deux fillettes retrouvées après 5 années passées dans une forêt à l'état sauvage. On espère que cette nouvelle production estampillée Del Toro saura nous faire patienter jusqu'à la sortie de sa prochaine réalisation prévue pour 2013, Pacific Rim, énorme blockbuster dans lequel des robots géants se mettent sur la tronche. Simple, efficace, on crève d'impatience. Depuis Tigre et Dragon, il y a de cela 12 ans, le Wuxia Pian l'a un peu mauvaise. Et certes, le film d'Ang Lee a permis à un large public de découvrir ce genre assez passionnant, qui mêle légendes chinoises, sabreurs bondissants, effets magiques et romantisme échevelé, mais il a aussi donné naissance à un paquet de rejetons privés de leur âme, car calculés pour séduire le public occidental. À un tel point que finalement, le meilleur Wuxia Pian récent, c'est sûrement Kung Fu Panda 2. 缘分呐，真难啊！ Mais aujourd'hui débarque directement en DVD Le Règne des Assassins, grosse machine produite par Terence Cheng, compagnon de longue date de John Woo. Un John Woo qui fait d'ailleurs ici un caméo de metteur en scène en dirigeant une des séquences d'action du film. Le reste de la réalisation est attribué à Su Chaobin, réalisateur dont c'est la première incursion dans le film chevaleresque, après son assez remarqué opus fantastique, Soi, sorti en 2006. Et étonnamment, alors qu'on commençait à en avoir marre du Wuxia plein de thunes et sans saveur, le règne des assassins tire son épingle du jeu. D'abord, et c'est certainement le plus surprenant, grâce à un scénario et des personnages hors des sentiers battus du genre. Le point de départ de l'intrigue se rapprocherait presque du film noir, puisqu'on y voit un personnage de tueuse à gages prendre sa retraite en remodelant son visage et en changeant de vie. Mais évidemment, son ancien patron, un eunuque cruel, ne va pas l'entendre de cette oreille et va lancer de nouveaux assassins à ses trousses. 是他吗？脸可以变，
那份气度可变不了。 Michelle Yeoh signe donc son grand retour à la baston en costume, genre qu'elle avait délaissé depuis Tigre et Dragon, et on doit bien admettre que malgré ses 5 ans de printemps, la cougar s'est encore levé la jambe. Même si les séquences de combat sont rares et éparses, elles sont cadrées et surtout montées avec une réelle virtuosité, loin des effets tape à l'œil et kitsch d'un film comme Les Secrets des Poignards Volants. Bon, il faudra composer parfois avec un peu d'humour à la chinoise, c'est-à-dire pas drôle et gênant, et des envolées romantiques un rien cucu, mais pour une fois, quand on arrive au bout du film, on se dit que l'histoire d'amour était plutôt jolie. Moins fantasque que Détective D, le film parvient à garder sa ligne claire romanesque sans jamais être chiant ou artificiel. Sans atteindre les sommets de l'Hirondelle d'Or ou d'Il était une fois en Chine, Le règne des assassins s'impose donc comme un des meilleurs films du genre depuis longtemps. Après, on n'a toujours pas vu le film de Donnie Yen, sobrement intitulé Wuxia, et toujours inédit en France, malgré une projection cannoise l'année dernière. Les échos étant absolument dithyrambiques, on n'a donc plus qu'à attendre sagement que les distributeurs fassent leur travail. C'est sûrement être un peu trop optimiste. Sortez les cahiers, aujourd'hui c'est dissertation avec pour sujet « Faut-il encore en avoir quelque chose à foutre de la saga Underworld ?» Il faut bien avouer qu'en une décennie d'existence, la franchise n'a toujours pas apporté grand chose au cinéma, à l'exception de 3-4 idées de gunfight un peu rigolotes dans le numéro 2. Tous les 3 ans, on a donc droit à peu près au même film, mêlant fétichisme SM soft et références lourdingues à Roméo et Juliette, où les Capulets sont des vampires et les Montaigu des loups-garous, un peu comme dans Twilight finalement. Au fond, le seul qui kiffe dans l'histoire, c'est Len Wiseman, l'instigateur de la franchise. Il a pécho l'actrice principale, il l'a forcée à porter du cuir avant de la filmer sous tous les angles, et maintenant qu'elle est vieille, il refourgue la basse besogne à d'autres réalisateurs en continuant de palper les thunes. Bon deal, vous avouerez. I'm not good with feelings. I want to know how. Derrière la caméra de ce 4e épisode, débarquent donc 2 Suédois intitulés Marlene Destein, déjà auteur de Shelter, un petit truc fantastique avec Julianne Moore, vraiment pas très intéressant. Clear? Crystal. Les pauvres nordiques se retrouvent aux prises avec un scénario timbre-poste qui recycle bêtement les enjeux déjà exploités dans les volets précédents. Seule nouveauté, Selene la vampire a passé 12 ans congelée et se retrouve affublée d'une fille, nouvel enjeu de la guerre contre les Lycans. Look at the eyes. Avec beaucoup d'applications, le duo tente de contrebalancer l'intérêt absolu de l'intrigue par de l'action non-stop. Hélas, 3 fois hélas, mis à part l'intervention d'un loup-garou super balèze, aucune baston, aucune poursuite, aucun gunfight ne recèle la moindre idée nouvelle. Paralysés par les contraintes liées à la 3D, les réalisateurs composent leur action dans une profondeur sans audace, au gré d'un montage mollasson, et la toute petite heure et quart du métrage semble constamment tourner à vide. On s'étonne juste parfois de la violence de certains effets gore, devenus assez rares dans ce genre de production, qui s'adressent en priorité aux jeunes ricains et prennent donc rarement le risque de se retrouver interdites aux moins de 17 ans outre-Atlantique.
En s'ennuyant devant Underworld, on peut toujours s'amuser à énumérer les parallèles étranges avec une autre saga, qui recycle elle aussi de manière complètement crétine de grands archétypes du fantastique, Resident Evil. Même rythme stakhanoviste de production, même écriture sans queue ni tête, et aujourd'hui même approche putassière de la 3D. Le plus troublant, c'est que la saga Resident Evil est elle aussi conçue par un gros bourrin qui a imposé sa femme en tête d'affiche. Le couple Wiseman-Beckinsale a tout de même un film de retard sur les copains, puisque le 5e épisode de Resident Evil sera visible dès la fin de l'année. My name is Alice, and this is my world. Soyons honnêtes, tout ça devrait logiquement finir bien au chaud dans un an, tout au fond de votre disque dur, et c'est très bien comme ça. Frisson Break, c'est terminé, vous pouvez retourner mordre la vie à pleines dents. Cette semaine, on a testé pour vous. Don't Be Afraid of the Dark, de quoi initier votre préado à l'épouvante, c'est en DVD et Blu-ray depuis le 6 juin. Le règne des assassins, un retour aux sources salvateur pour un genre qui en avait besoin, en DVD et Blu-ray depuis le 1er juin. The Underworld, c'est un peu comme Police Academy, ça aura fait son succès en son temps, mais on sera incapable de le revoir sans chialer du sang d'ici 10 ans. Pour les curieux, le numéro 4 est en DVD et Blu-ray depuis le 8 juin. À la semaine prochaine si les filles, les jupes courtes, l'été, tout ça, ne nous ont pas rendu complètement marteau. D'ici là...